Si tu avais investi 10 000 euros il y a 10 ans en S&P 500, tu aurais aujourd'hui plus de 21 000 euros. Sans rien faire, sans gérer personne. Mais si tu avais mis ces mêmes 10 000 euros dans un apport pour l'achat d'un bien immobilier, tu aurais emprunté jusqu'à 100 000 euros à la banque. Et aujourd'hui, tu aurais un bien qui vaut potentiellement 130 000 euros, avec des loyers qui tombent tous les mois depuis maintenant 10 ans. Alors lequel est le meilleur placement? Je vais te donner la réponse honnête, celle que personne ne te donne vraiment. Parce que la plupart des créateurs finance sont soit 100% bourse, soit 100% immobilier. Moi, j'ai les trois. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et surtout, lequel correspond à toi. Moi, c'est Marie Kertia, alias MK Audace, investisseuse depuis 2018. Je travaille en banque et je suis partie de zéro. Aujourd'hui, j'ai de l'immobilier physique, des SCPI, des ETF, les trois en même temps dans mon patrimoine. Dans cette vidéo, je vais te donner les chiffres réels, les erreurs comprises. Je te montre exactement tout. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, si ce type de contenu t'apporte de la valeur, like cette vidéo et abonne-toi. Ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à continuer. C'est parti. Premièrement, la bourse sans se prendre la tête. Un ETF, c'est un fonds qui est coté en bourse. Il réplique automatiquement un indice boursier. Le plus connu, c'est le S&P 500. Il s'agit des 500 plus grosses entreprises américaines. Tu achètes une part et tu investis instantanément dans du Apple, dans du Microsoft, dans du Amazon, dans du Google, dans du Nvidia. Tout ça en même temps pour 10 euros. Sans choisir une seule action, sans analyser un seul bilan comptable, tout en sachant que le rendement historique des ETF se situe entre 8 et 10% par année depuis maintenant 10 ans. Malgré le Covid, malgré la guerre en Ukraine, malgré les crises, le S&P 500 a fait en moyenne plus de 12% par an. Concrètement, 10 000 euros investis il y a 10 ans est égal à plus de 21 000 euros aujourd'hui. Et 200 euros par mois pendant 20 ans à 9% représente environ 134 000 euros. Tu as zéro gestion active, tu achètes, tu laisses tourner et les intérêts composés font leur travail. Tu vas dire, mais MK, où investir pour pouvoir acheter des ETF? En France, tu as 3 enveloppes fiscales. La première, c'est le PEA, le plan épargne en action. L'enveloppe reine. Après 5 ans, tes plus-values sont exonérées totalement d'impôts sur le revenu. Tu paies uniquement les prélèvements sociaux qui représentent aujourd'hui environ 18%. C'est légal, c'est cadré et c'est très avantageux. La deuxième enveloppe fiscale, c'est l'assurance vie. Tu peux y loger des ETF via des unités de compte. Après 8 ans de détention, tu as 4 600 euros d'abattement pour une personne seule et en cas de décès, ça ne rentre pas dans la succession. Jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. La troisième enveloppe, c'est le CTO, le compte titre ordinaire. Tu n'as pas d'avantage fiscal particulier, aucune limite de versement et un accès à tous les ETF mondiaux. C'est utile lorsque le PEA est plein ou lorsque tu veux investir dans des ETF qui ne sont pas éligibles au PEA. Les risques, je ne te les cache pas. La volatilité, les gens. En 2022, le S&P 500 a perdu près de 20% en un an. En 2020, en période Covid, 34% en quelques semaines. Si tu as besoin de cet argent dans 3 ans, les ETF, ce n'est pas fait pour toi. C'est un outil de long terme. Et ce qu'il te faut encore plus, ce sont les nerfs pour ne pas vendre à chaque crise. Deuxième support de placement, les SCPI. Il s'agit de l'immobilier sans les locataires. SCPI, ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier, mais sans les soucis de gestion. Tu achètes des parts dans un parc immobilier qui est géré par une société spécialisée. Ça peut être des bureaux, des commerces, un entrepôt logistique, des cliniques, des résidences étudiantes. La société collecte les loyers, déduit les charges et te verse la quote-part régulièrement. En général, chaque trimestre. Le rendement moyen en 2026 se situe entre 5 et 7% par an. C'est stable, c'est prévisible, c'est 100% passif. Tu peux commencer avec quelques centaines d'euros. Certaines SCPI ont des parts entre 200 et 300 euros. Tu es diversifié géographiquement. Des SCPI européennes investissent en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas. Et en ce qui concerne la fiscalité des SCPI, il faut savoir que les revenus sont des revenus fonciers, donc imposables à ton taux marginal d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Si tu es dans une tranche haute, eh bien ça peut être lourd pour toi. La solution, c'est acheter des SCPI dans une assurance vie, où la fiscalité est bien plus douce, ou opter pour des SCPI européennes dont les revenus sont imposés dans les pays sources, souvent plus avantageuses qu'en France. Mais attention, il y a des pièges à éviter. Les SCPI, c'est illiquide. Tu récupères pas ton argent en 24 heures. Le délai de revente peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. C'est pas du tout une épargne de précaution. C'est du long terme, les gens.
La troisième partie, ce que je préfère, c'est l'immobilier physique. C'est mon premier amour en investissement. C'est le seul placement qui te permet d'utiliser l'argent de la banque pour construire ton patrimoine. Et là, on parle d'effet de levier. Avec 15 000 euros d'apport, tu peux acheter un bien jusqu'à 150 000 euros. Tes loyers remboursent une partie, voire la totalité de ta mensualité. Et dans 20 ans, le bien t'appartiendra totalement. Et là, tu te dis, tu as transformé 15 000 euros en 150 000 euros de patrimoine. Il faut savoir qu'aucun ETF, aucune SCPI te donne ça. En chiffres concrets, tu achètes un bien à 150 000 euros, tu le mets en location à 700 euros par mois, tu as une mensualité de crédit à 650 euros par mois, ton cash flow mensuel est de 50 euros. Et ton bien se rembourse tout seul. Dans 20 ans, ton bien est remboursé et la valeur estimée de ton bien est de plus de 200 000 euros. Et tu touches encore des loyers, mais cette fois sans mensualité. En ce qui concerne la fiscalité immobilière, il existe deux régimes principaux. D'une part, tu as le régime microfoncier. Si tes loyers sont inférieurs à 15 000 euros par an, tu as un abattement forfaitaire simple à hauteur de 30%. C'est simple, mais pas toujours optimal. À côté de ça, tu as le régime réel. Tu déduis tes vraies charges, c'est-à-dire les intérêts d'emprunt, les travaux, les frais de gestion, l'assurance, la taxe foncière. C'est plus complexe, je sais, mais ça peut diviser ta fiscalité par 2 ou plus. Et enfin, tu as la location meublée, le LMNP. C'est mon régime préféré pour les petites surfaces. En régime réel, l'amortissement comptable du bien te permet souvent de percevoir des loyers presque sans impôt pendant plusieurs années. C'est totalement légal et massif comme avantage. Mais attention, ce que personne ne te dit, c'est que c'est un vrai travail. Tu dois trouver le bon bien dans la bonne ville et ça prend du temps. Et en ce moment, avec les taux entre 3,5 et 4%, il faut vraiment bien calculer sa rentabilité avant de se lancer. Là, je t'ai mis un tableau à l'écran. Je t'invite à prendre le temps à le regarder. Et moi, je vais t'expliquer ce qui compte vraiment. Ce qui saute aux yeux en premier, c'est le capital de départ. Pour les ETF, tu peux commencer à partir de 10 euros par mois. Pour les SCPI, quelques centaines d'euros. Pour de l'immobilier physique, par contre, tu as besoin d'un apport sérieux, minimum 10 000 euros les gens. Et souvent plus selon les villes. Deuxième point, la liquidité. C'est la capacité à récupérer ton argent rapidement. Les ETF, tu vends en quelques secondes. Les SCPI, plusieurs semaines à plusieurs mois. L'immobilier physique, plusieurs mois minimum, souvent plus. Plus tu veux du rendement élevé, moins tu peux récupérer ton argent vite. C'est un principe de base, les gens. Troisième point, et c'est celui que les gens sous-estiment en général, le levier bancaire. C'est uniquement l'immobilier physique qui te permet d'emprunter pour investir. Pour les ETF et les SCPI, tu investis ton propre argent. Et l'immobilier physique, tu investis l'argent de la banque. C'est un multiplicateur de patrimoine qui n'existe nulle part ailleurs. Quatrième point, la gestion. En ce qui concerne les ETF, les SCPI, tu n'as aucune gestion de ta part. L'immobilier physique, quant à lui, c'est un vrai travail. Et ça, on va en parler dans les erreurs. Pour ma part, aucun de ces placements n'est supérieur aux autres. Chacun a sa fonction dans un patrimoine et c'est pour ça que j'ai les trois. Si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est que ce contenu t'intéresse vraiment. Alors prends 2 secondes, like et abonne-toi si c'est pas encore fait. Ça coûte rien et ça m'aide énormément. Bref, on continue. Maintenant, on va voir quel est le meilleur placement qui est fait pour toi. Voilà comment je réfléchirais à ta place. Tu débutes, tu as moins de 1000 euros, ETF. Sans hésitation. Tu ouvres un PEA, tu prends un ETF World ou S&P 500, tu programmes un virement automatique tous les mois et tu oublies. Et dans 15 ans, tu me remercieras. Si tu as entre 1000 euros et 10 000 euros, tu hybrides ETF et SCPI. Tu mets 60% en ETF pour la croissance sur le long terme et 40% en SCPI pour commencer à toucher des revenus passifs. Tu construis les 2 jambes du patrimoine en même temps. Par contre, si tu as plus de 10 000 euros et que tu as un CDI stable, l'immobilier physique rentre en jeu. L'effet de levier bancaire devient ton meilleur ami. Tu continues d'alimenter tes ETF en parallèle. Si tu veux le meilleur des trois, je te conseille de les combiner progressivement, comme je l'ai fait. ETF d'abord pour la discipline et la liquidité, SCPI pour les revenus passifs sans gestion et immobilier physique pour le levier et la constitution d'un patrimoine lourd. Maintenant les gens, dans tout ça, faut savoir que rien n'est parfait. Pour cette raison, je vais te parler de mes erreurs. Tout ça parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise avant quoi. Ma première erreur, c'est que j'ai attendu trop longtemps avant de commencer en bourse. Tout ça parce que j'avais peur de perdre mon argent. Résultat, j'ai laissé dormir de l'argent sur un livret A pendant que le marché montait. Et je précise qu'actuellement le livret A promet une rémunération à 1,5%. Oui, tu as bien entendu, 1,5% les gens. Donc comme on sait que l'inflation est au-dessus, eh bien concrètement, tu perds ton pouvoir d'achat chaque année en croyant que tu es dans le bon. Mon erreur numéro 2, c'est que j'ai voulu aller trop vite sur mon deuxième investissement immobilier. J'ai vu le bien de l'extérieur, ça avait l'air bien, le prix me semblait bon, je me suis lancée. Mais une fois à l'intérieur et que j'ai vu les détails, la réalité, elle était différente. J'ai dû changer toutes les fenêtres, la porte palière n'était pas une porte blindée, il a fallu la remplacer, les chauffages n'étaient pas aux normes.
Franchement, c'était plein de petites choses qui s'accumulaient et au final, c'était pas si petit que ça parce que toutes ces dépenses imprévues ont sérieusement joué sur ma rentabilité. La leçon que je vais te donner, c'est que tu dois visiter le bien plusieurs fois. N'hésite pas à visiter le bien avec un artisan et surtout faire chiffrer les travaux avant de signer. Et chose très importante les gens, parce que si je n'avais pas ça, franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait. Lorsque tu deviens propriétaire d'un bien, que ce soit ta résidence principale ou bien un bien que tu mets en location, tu dois toujours avoir une enveloppe travaux imprévue dans ton calcul de rentabilité. Toujours les gens. Oui, toujours. La troisième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas optimisé ma fiscalité dès le départ dans mes investissements en bourse. J'ai mis du temps à comprendre les enveloppes fiscales. J'aurais dû ouvrir un PEA bien plus tôt parce que le compteur des 5 ans commence le jour d'ouverture de ton PEA. Même si tu mets juste 1 euro dessus. Et si je devais recommencer aujourd'hui, eh bien j'ouvrirais un PEA dès demain matin. Je mettrais 200 euros par mois en ETF World et je prendrais le temps de visiter sérieusement chaque bien avant d'acheter. Mais bon, c'est pas grave les gens parce que c'est en faisant des erreurs qu'on se forge. Et si je n'avais pas fait d'erreur, je n'aurais pas pu être devant toi aujourd'hui pour t'expliquer tout ça. Donc après tout ça, la vraie question ce n'est pas bourse ou bien immobilier. La vraie question c'est est-ce que mon argent travaille pour moi? Ou bien est-ce que c'est moi qui travaille pour rien? Commence petit, commence maintenant, mais commence tout de suite quoi. Si tu as des questions sur ta situation personnelle, pose-les moi en commentaire, je réponds à toutes tes questions. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et sur ce, je te souhaite une belle journée. Bisous, ciao.